la neuropathologie et la neurobiologie. Alors, ça, c'est le titre global. Donc, les facteurs neurobiologiques dans la dépression, c'est-à-dire le rôle des neurotransmetteurs, du stress et de la neuroinflammation. Et en schizophrénie et altération cérébrale, on va faire une analyse des changements structurels dans le cerveau et impact sur le comportement. Alors, Anna, j'avais fait la partie de la dépression, où ma copine, elle a fait la schizophrénie. Maintenant, je vais vous présenter le tout. Alors, le sommaire. Donc, introduction. Après, on va à la dépression comme un trouble mental complexe. Les facteurs neurologiques dans la dépression, rôle des neurotransmetteurs, le stress, l'axe hypothalamus-hypophyse surrénalien, c'est lui le responsable, on va le voir. La neuroinflammation. Alors, le rôle des neurotransmetteurs, le stress. En fait, le rôle des neurotransmetteurs, le stress et la neuroinflammation sont tous des facteurs explicatifs de la dépression. Alors, en ce qui concerne la schizophrénie, qu'est-ce que la schizophrénie? Diagnostic, épidémiologie, éthiopathogénie. Alors là, c'est plus médical, vous allez le constater. Là, on est beaucoup plus dans la psychiatrie, d'accord? Une pathologie d'origine génétique et environnementale, analyse des changements structurels dans le cerveau et impact sur le comportement et puis la prise en charge. Alors, il y va sans dire que le choix des deux pathologies n'est pas gratuit. C'est-à-dire que la dépression fait partie du trouble névrotique et la schizophrénie, c'est la psychose. D'accord? Donc, on a essayé de voir dans les deux cas comment la physiologie et la comment le cerveau va fonctionner dans ces cas-là, dans ces deux troubles. Alors, introduction. La psychopathologie et la neurobiologie sont deux disciplines qui, bien qu'elles soient souvent étudiées séparément, interagissent de manière complexe pour façonner notre compréhension des troubles mentaux. D'ailleurs, ça, c'est l'actualité. La psychopathologie et la neurobiologie, maintenant, elles s'entremêlent. Alors, les causes des troubles mentaux ont toujours fait l'objet de controverses, c'est-à-dire que c'était une problématique. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Avec d'un côté les tenants de l'organogenèse et de l'autre les partisans de la psychogenèse. C'est-à-dire, il y en a qui disaient que ces maladies, on va les expliquer purement par le physique. D'autres, ils vont dire non, c'est purement psychique. D'accord? Donc, les premiers pensent que les altérations physiques du cerveau causent les maladies psychiques. Pour les seconds, ce sont plutôt les étapes du développement psychologique qui sont incriminées. Il s'agit de deux positions caricaturales, la réalité étant probablement entre les deux. Mais c'est entre deux n'est pas le même pour tous les troubles. S'il faut renoncer à tout réductionnisme biologique ou psychologique, on doit cependant admettre que nombreux sont les arguments faisant jouer aux facteurs biologiques un rôle prépondérant dans les troubles mentaux tels que la dépression et la schizophrénie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça soulève des questions pour vous? Maintenant, c'est clair. Oui, mais pour les autres, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça, sur le fait, parce que ça, c'est la question principale de tous les débats d'actualité et de tous les... Est-ce qu'on va expliquer tout physiologiquement ou là, on va expliquer tout psychologiquement ou là, on va faire entre les deux?
D'accord? Ça, c'est vraiment, les scientifiques, ils sont en train de s'interroger sur ces questions-là. D'accord? Vous avez des questions? Donc, Non? on aimerait bien savoir, Bouchra, Oui. ce qui relève de ce qui est physique et de ce qui est psychologique. C'est intéressant. Alors, ce qui est physique, bah, c'est tout ce qui s'explique scientifiquement, c'est-à-dire tout ce qui a attrait au corps humain, c'est-à-dire les parties de notre corps, mais aussi les sécrétions et bien sûr, entre autres, les, les, les hormones, les neurotransmetteurs, le fonctionnement le métabolisme physique, c'est-à-dire c'est purement scientifique, médical. Et ce qui est psychique, c'est tout ce qui relève des processus mentaux, du psyché, de la psyché, c'est-à-dire, entre parenthèses, de l'esprit. Voilà. Donc, Madame Bouchra, Oui. si j'ai bien, Madame. si j'ai bien compris, donc on aura toujours besoin d'un neurologue pour faire la part des choses. Là, pas nécessairement. D'abord, là, Naya, c'est une étude, en fait, c'est dans le cadre l'étude qui se fait maintenant des neurosciences. Parce que Mhm, ils essaient de trouver, ils étudient le cerveau et en étudiant le cerveau, ils se sont penchés sur ce qu'ils appellent l'inconscient. Et, mhm. et ils ont découvert qu'il y avait une étiologie et qu'il y avait une symptomatologie neurologique et biologique. D'accord? Donc, bien sûr, dans les cas, dans les troubles, dans les troubles comme la dépression et la schizophrénie, on fait appel d'abord, avant de traiter le patient, s'il n'est pas dirigé par le psychiatre, on fait appel, le médecin généraliste, il doit faire un bilan. Parce qu'il D'accord. il faut d'abord éliminer, écarter toute maladie physiologique et qui peut donner la dépression. Comme par exemple, دابا نشوفوها des troubles de la thyroïde. احنا غادي نشوفوها. D'accord, merci. Et Merci. qui est Donc, intéressant, c'est ça. C'est en fait, je vais psychanalyser un peu les choses, c'est le contenant et le contenu. C'est-à-dire le mhm. corps et le contenu, c'est l'esprit. Ils vont parallèlement, c'est un tout. Voilà. Donc, excuse-moi, Bouchra. Merci. Donc, pour la dépression et la schizophrénie, des fois c'est physiologique, des fois c'est psychologique. Il faut d'abord écarter tout ce qui est biologique. D'accord, D'ailleurs, les troubles, c'est les médecins. C'est eux d'accord. qui dirigent les patients pour venir de la psychothérapie. ولكن à nous, بحال دابا ملي كيجيو عندنا, il faut éliminer tout ça. Parce que يمكن لا تجي عندك une femme qui est dépressive et d'ailleurs راه attendez, moi j'ai pas encore parlé de dépression, mais je vais vous expliquer quelque chose. Je vais répondre à la question. Merci. Aïe, aïe, parce que je veux pas. Alors, partie 1. La dépression. Alors, بشرى ما سمعتنيش بشرى oui, ma question c'est que là, ma semaine. ce que j'ai compris par exemple Anna ce que je dis par exemple بحال دابا جات عندك une cliente qui a la dépression voilà dit que la dépression هي في les études psychosomatiques هما ils font qu'est-ce qu'ils font في les études psychosomatiques تيقول لك دابا voilà l'organe qui est impacté lorsqu'on a par exemple une maladie psychique.
أنا جات عندي une cliente عندها la dépression ومنين غيدار لها le diagnostic physique غادي par exemple نقولوا ماشي هذا نقولوا elle est diabète غادي نقولوا هاد le diabète Il y a il est des- venu من la résistance dans sa vie donc Mhm. wesh l'organe vraiment qui est impacté par la maladie psychique ou là c'est l'organe qui a causé ou l'a déclenché la maladie psychique. Alors justement, l'exposé va vous expliquer tout ça. Je ne veux pas D'accord, devancer. Tu vas comprendre. Hein, d'accord, et il y a un point très important. Quand on parle de la dépression, dépression, mais je vais le spécifier. Je parle de la dépression majeure, c'est-à-dire la dépression qui est un trouble grave. Mais chez d'accord. les gens qui passent par des moments difficiles et ils font des petites dépressions. Là. D'accord, Et Anna, je vais expliquer ça. D'accord? Donc, d'accord. la dépression, c'est un trouble mental complexe, bien sûr. Alors, les gens ont souvent du mal à imaginer la souffrance et le sentiment d'isolement qui accompagnent le trouble psychiatrique. Donc là, on parle de trouble psychiatrique, qu'est la dépression. Le terme de dépression s'emploie tant pour parler d'un sentiment d'abattement et de désespoir que pour désigner un trouble mental. Tout le monde peut éprouver de la morosité, du découragement ou de la tristesse. Il s'agit d'une réaction normale et ce vague à l'âme disparaît généralement assez rapidement. Et là, ils disent au-delà de 3 semaines, on peut parler de dépression. Cependant, il arrive que la déprime persiste et s'intensifie. Elle se transforme en un trouble de santé mentale plus grave, communément appelé dépression clinique ou majeure. C'est un trouble de l'humeur, un état d'accablement ou de tristesse anormale qu'une personne est incapable de chasser par elle-même. Le principal symptôme de la dépression majeure est un sentiment d'abattement et de désespoir qui persiste plus de 2 semaines et qui affecte le rendement professionnel ou les résultats scolaires et ainsi que les relations sociales. Voilà. Donc là, on spécifie. Ce n'est pas les quelques petites dépressions légères. Là, on parle de dépression comme trouble mental, c'est-à-dire qui relève de la psychiatrie, d'accord? Et il est majeur, d'accord? Alors, on va voir. Donc, c'est ça. Donc, la dépression, il y a la tristesse, il y a les idées noires, il y a les troubles de sommeil, l'indécision, l'apathie, le ralentissement moteur, les problèmes de concentration, les troubles de mémoire, la culpabilité, les troubles de l'appétit, repli sur soi, l'anxiété, les ruminations, les idées noires, il y a tout ça. Et ça, je crois que, je ne sais pas si vous avez vu ça avec Madame Rachida. Alors, les facteurs. Donc, les facteurs neurobiologiques dans la dépression. Et là, c'est ma question. Sommes-nous ce que fait notre cerveau de nous? Sommes-nous ce que fait notre cerveau de nous? Alors, il n'existe pas de cause unique à la dépression. Plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans celle-ci, notamment des facteurs génétiques, des antécédents familiaux, de la vulnérabilité psychique, des événements traumatiques, des pertes et différents facteurs de stress. Et enfin, des facteurs biologiques, sujets de notre exposé. Dans les facteurs neurobiologiques, il y a le rôle des neurotransmetteurs, le stress et l'inflammation. Donc, il y a 3 causes biologiques. Vous avez vu, c'est un tableau complet. Qu'il y ait les facteurs génétiques, qu'il y ait la vulnérabilité psychique, qu'il y ait les événements traumatiques, qu'il y ait les pertes des différents facteurs, le stress, qu'il y ait les facteurs biologiques. D'accord? Donc, les facteurs biologiques vont déterminer. Mais quand il y a une maladie qui s'installe, comme par exemple des diabètes,
des diabétiques, eh ben, le diabète favorise la dépression. Et on va avec les neurotransmetteurs, vous allez Oui. voir qu'il y a tout un métabolisme qui est déséquilibré et vous allez découvrir. Donc là, j'ai essayé de neurobiologie de la dépression. Alors, il y a l'environnement, bien sûr, il y a la susceptibilité génétique, donc tout ce que je viens de dire. Alors, le rôle des neurotransmetteurs, donc la première cause, d'accord? Alors, les neurotransmetteurs sont des substances chimiques dites molécules qui permettent la transmission des signaux nerveux entre les neurones dans le cerveau. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation de diverses fonctions physiologiques et psychologiques, y compris l'humeur, l'émotion et le comportement. Et là, je dois souligner ça, parce que ça, c'est très important. Parce que l'humeur ديالنا ou l'émotion, les émotions ديالنا, et puis après le comportement, parce que c'est comme ça, disons, c'est le résultat. هادو كلهم, ils ont ils dépendent aussi de notre régulation du point de vue physiologique. Et on va parler des neurotransmetteurs, les hormones. Alors, la dépression majeure se caractérise par quoi? Par une déficience en sérotonine, en dopamine et en noradrénaline. Alors, en sérotonine, en dopamine et en noradrénaline. احنا غادي نشوفوهم شنو هما. Alors, la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. La sérotonine est impliquée dans la régulation de l'humeur, de l'anxiété et du sommeil. Les dérèglements des niveaux de sérotonine sont fréquemment associés à des épisodes dépressifs. Des études montrent que des médicaments augmentant la disponibilité de la sérotonine, tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, peuvent réduire les symptômes dépressifs. Donc ça, c'est la sérotonine. La noradrénaline est liée à la réponse au stress et à l'attention. Elle aide à réguler l'humeur et à maintenir un niveau d'énergie adéquat. Des recherches montrent que des niveaux insuffisants de noradrénaline peuvent être associés à des symptômes de dépression tels que la fatigue chronique et des difficultés de concentration. Quant à la dopamine, elle est connue comme le neurotransmetteur du plaisir. Donc, واحد ديال l'attention, واحد ديال le bonheur, واحد ديال le plaisir. La dopamine joue un rôle crucial dans le système de récompense du cerveau et influence la motivation et l'anticipation du plaisir. Un déséquilibre de la dopamine peut contribuer à la symptomatologie dépressive, en particulier en ce qui concerne l'anédonie, qui est la perte d'intérêt pour des activités qui étaient autrefois plaisantes et la perte de motivation. هنا كتلقى بزاف الناس كيقول لك انا j'ai plus envie de je faisais maintenant j'ai plus envie de rien faire. J'ai envie de rien faire. D'accord? هي l'anédonie. Donc هادو c'est le facteur ديال les hormones. D'accord? Alors, alors, la dopamine et la sérotonine, la noradrénaline, كلهم ensemble, واحد donne l'appétit, les pulsions, l'agression, préoccupation, plaisir, système de récompense, etc., anxiété, etc. Et donne. Alors, l'hypothèse, ma بغيتش ندخل لكم هنا parce que c'est des hypothèses de monoamine. En fait, ça, c'est la cause initiale biologique de la dépression. Parce que les dopamine, noradrénaline et sérotonine, كتلقاهم في les monoamines. D'accord? Bon. Alors, le stress. D'abord, اش كيدير le stress? Alors, bien sûr, qui dit les hormones, dit quand on a des problèmes hormonaux au niveau de la thyroïde, ou là, quand on a des maladies, بحال دابا le cortisol طالع, ou là on a des
On a des pathologies qui font qu'il y a un déséquilibre. C'est comme ça que ça donne une dépression. D'accord? Alors, le stress. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Alors, l'axe hypothalamo, est-ce que tu peux montrer l'autre photo? يشوفوه. Non, زيدي. نزيد مازال فوق. La suite. D'accord. زيد. Voilà, là. ها هو. L'axe هادي. hypothalamo. Ils savent de quoi je parle. Hypothalamo. D'accord. Alors, hypothalamus, c'est la tête, c'est le foc, hypophyse, puisque c'est tout se met au niveau de l'hypophyse, surrénalien, veut dire la cortisone. OK? Bon. Alors, je vais expliquer ça. Donc, le stress chronique est un facteur environnemental majeur qui influence la survenue et l'évolution de la dépression. Pour comprendre cette relation, il est essentiel d'explorer les mécanismes de réponse au stress, ainsi que les effets du stress chronique sur le cerveau. Alors, les mécanismes de réponse au stress. Le corps réagit au stress par l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, un système complexe qui régule la réponse au stress et la production d'hormones. Ce mécanisme comprend plusieurs étapes. Étape 1, hypothalamus. En réponse à un stimulus stressant, l'hypothalamus libère la corticotropine, une hormone qui stimule la glande pituitaire. La glande pituitaire, quant à elle, provoque la libération de l'hormone adrénocorticotrope. Non. لا لا مشيتي بعيد انت سافرتي tu es allé loin là رجع هذاك voilà donc la glande pituitaire c'est la CRH provoque la libération de l'hormone adrénocorticotrope qui à son tour la CTH qui à son tour influence les glandes surrénales et les glandes surrénales sécrètent des hormones de stress, notamment le cortisol, qui prépare le corps à réagir face à une menace. D'accord? Alors, ces effets sont quoi? Non, laisse. Pareillement. Ouais. Les effets. Alors, les effets du stress. Alors, ce processus est essentiel pour faire face à des situations stressantes. Mais lorsqu'il est activé de manière chronique, et souligner le mot chronique, il peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale. En effet, l'anomalie de base en cas de dépression se trouve au niveau des récepteurs au cortisol. Le système limbique va activer l'amygdale. Le CRH augmente, ce qui donne une augmentation de la CTH, ce qui donne une augmentation du cortisol. La sécrétion circadienne du cortisol est plus élevée, mais elle n'est pas systématique pour tous les dépressifs. Voilà, je réponds autrement à ta question. Mais si tous les dépressifs ont ça, mais on remarque qu'il y a cette possibilité. Alors, le stress chronique peut entraîner des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. Ça, c'est très important. Notamment, qu'est-ce qu'il peut faire? Une atrophie hippocampique. C'est-à-dire que le stress prolongé peut provoquer une réduction du volume de l'hippocampe, une région cérébrale essentielle pour la mémoire et l'apprentissage, ainsi que pour la régulation des émotions. Soulignez ça, la régulation des émotions. Si l'hippocampe est atrophié, ben bien sûr que les émotions vont être déséquilibrées, mal régulées. Alors, dysfonctionnement du cortex préfrontal. Dans cette région impliquée dans la prise de décision, le contrôle des émotions et la régulation du comportement peut également être affecté par le stress chronique, ce qui peut entraîner des difficultés à gérer les émotions et à faire face à des situations stressantes.
Et bien sûr, une augmentation de l'activité amygdalienne. Le stress peut également entraîner une hyperactivité de l'amygdale, une région associée à la peur et à l'anxiété. Ça aussi, c'est à souligner. Le stress peut également entraîner une hyperactivité de l'amygdale, une région associée à la peur et à l'anxiété. Nota bene, on remarque qu'en cas de dépression, le lobe frontal est hypoactif, tandis que l'amygdale, base des émotions, est hyperactive. D'ailleurs, la TCC va travailler sur la partie exécutive, qui est le lobe frontal, tandis que les antidépresseurs vont agir sur la partie émotionnelle, qui est l'amygdale. Et c'est là où se rejoint le physique, le physiologique au psychologique. Vous avez compris? Bouchra, est-ce possible de donner plus d'éclaircissements par rapport à ce point? C'est très intéressant. Merci. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est que Hawa, il est schématisé. Hawa, il est là. Hawa. Hawa. Hada, c'est l'hippocampe. L'hippocampe normal, il est normal. Hawa al-fawq, yak. Quand il est stressé, il se réduit, il s'atrophie. D'accord? Hawa al-taht, atrophié. Les deux premières hadas images, le 1 et le 2, التحت ياك. Et l'amygdale هي ملي كتكون نورمال هي صغيره نورمال، ملي كتكون sous stress elle est hypertrophiée, elle est augmentée parce qu'il y a les émotions. C'est là le siège des émotions. D'accord? Et c'est là où on retrouve les émotions de la peur et de l'anxiété. Voilà. On remarque qu'en cas de dépression, le lobe frontal est hypoactif. D'accord? Tandis que l'amygdale est hyperactive. D'ailleurs, la TCC, voilà. Est-ce que vous avez compris? Je peux passer? Merci Bouchra. Merci. Oui, oui. Voilà. Donc, le troisième facteur, c'est la neuroinflammation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par neuroinflammation? La neuroinflammation est un phénomène complexe qui se réfère à l'inflammation du système nerveux central, impliquant à la fois les neurones et les cellules gliales. Ce processus est souvent une réponse à des commotions cérébrales, des infections virales ou bactériennes ou des déséquilibres métaboliques. La neuroinflammation se manifeste par une activation des cellules immunitaires dans le cerveau, ce qui entraîne la libération de médiateurs inflammatoires tels que les cytokines. Elle peut être aiguë ou chronique, cette dernière étant souvent associée à des troubles neuropsychiatriques, y compris la dépression. Alors, on va expliquer ce que font les cytokines et les cellules immunitaires. Alors, les cytokines sont des protéines qui jouent un rôle clé dans la communication entre les cellules immunitaires et sont essentielles pour la réponse inflammatoire. Dans le contexte de la dépression, les cytokines pro-inflammatoires, comme je vous passe IL-1B, IL-6, etc., sont souvent élevées chez les personnes souffrant de dépression. Elles peuvent moduler les mécanismes de neurotransmission et affecter la neuroplasticité, exacerbant ainsi les symptômes dépressifs. D'accord? Donc, quand on demande aux personnes qui souffrent de dépression de faire des bilans, c'est justement pour détecter s'il n'y a pas une inflammation, si tout va bien, si tout est en ordre, si les hormones fonctionnent correctement. Alors, cellules immunitaires, les cellules gliales, notamment les microglies, peuvent devenir hyperactives en réponse à des signaux inflammatoires et contribuer à la neuroinflammation. Cette activation peut influencer l'équilibre des neurotransmetteurs et perturber les circuits neuronaux associés à l'humeur. Alors, études montrant le lien entre neuroinflammation et symptômes dépressifs, c'est ça.
De nombreuses recherches ont exploré le lien entre la neuroinflammation et la dépression. Voici quelques résultats clés. Alors, il y a eu des études épidémiologiques qui ont montré que les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques, comme l'arthrite rhumatoïde ou les maladies auto-immunes, présentent un risque accru de développer des symptômes dépressifs. Et il y a eu des études sur les cytokines c'est des études cliniques qui ont révélé que des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires sont associés à une sévérité accrue des symptômes dépressifs, suggérant que l'inflammation pourrait être un biomarqueur potentiel de la dépression. Voilà, ça c'est important. L'inflammation pourrait être un biomarqueur potentiel de la dépression. Voilà. Donc, il y a par conséquent une association importante entre l'inflammation et la dépression. Nota bene, le BDNF est fondamental pour la neuroplasticité et la neurogenèse. Il est le moteur des connexions. Les monoamines, comme je vous les ai montrés tout à l'heure, stimulent la synthèse du BDNF qui va irriguer en quelque sorte les neurones et les dendrites vont repousser et il y aura plus de connexions synaptiques. Alors, le traitement, comment on fait? En tenant compte de ces facteurs neurobiologiques de la dépression, la pharmacothérapie appelle à des antidépresseurs qui soient de 3 catégories. Alors, il y a des inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ils freinent l'activation de certains neurotransmetteurs et permettent de soigner les troubles de l'humeur. C'est le traitement de première ligne. Puis, il y a les antidépresseurs tricycliques. Ils améliorent la neurotransmission. Et surtout, maintenant, il y a les antidépresseurs de seconde génération. Ils ont moins d'effet général et ils sont plus d'actualité. Cependant, pour certaines dépressions, parce qu'il y en a qui sont dites résistantes, on peut utiliser ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie. C'est une thérapie par électrochoc qui améliore plusieurs neurotransmetteurs, mais elle est plus coûteuse et moins sécurisante. Voilà, là, c'est la dépression. On passe à la schizo ou... Vous êtes là? Bouchra, Anna, je propose que vous terminez et après on peut intervenir par rapport à les questions, par rapport à des éclaircissements. Si vous avez d'autres avis, merci de partager. Là, c'est bon. C'est bon. Je finis. Alors, la schizophrénie. Alors, qu'est-ce que la schizophrénie? La schizophrénie est une pathologie psychiatrique chronique, complexe, qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives comme des idées délirantes ou des hallucinations et des manifestations passives comme un isolement social et relationnel, ainsi que par des symptômes dissociatifs correspondant à une désorganisation de la pensée, des paroles, des émotions et des comportements corporels. La cohérence et la logique du discours et des pensées sont perturbées. Le patient est moins attentif, présente des difficultés à se concentrer, mémoriser, comprendre ou se faire comprendre. Diagnostic. Il n'existe pas de test permettant de poser un diagnostic de schizophrénie. Le médecin pose son diagnostic sur la base d'une évaluation complète des antécédents et des symptômes de la personne. Des examens de laboratoire sont souvent réalisés afin d'exclure un trouble lié à l'usage de substances ou une affection médicale, neurologique ou hormonale sous-jacente, susceptible de prendre des caractéristiques d'une psychose. La difficulté à poser le diagnostic s'explique par la diversité de ces symptômes, pouvant être parfois confondus avec ceux de la dépression, d'un trouble anxieux sévère ou des troubles bipolaires, notamment quand les symptômes déficitaires sont au premier plan. Épidémiologie.
La schizophrénie toucherait environ 0,7 à 1% de la population mondiale et environ 600 000 personnes en France. Elle concerne aussi bien les femmes que les hommes. Elle semble plus fréquente chez les personnes vivant en milieu ur- ur- urbain et celles ayant un parcours d'immigration. La, la maladie se révèle généralement au cours de l'adolescence, entre 15 et 25 ans, mais elle débute le plus souvent, le plus tôt, sous une forme atténuée. Pour comprendre ces caractéristiques épidémiologiques particulières, il faut se tourner vers les mécanismes biologiques impliqués dans la maladie. En effet, dès l'âge de 10-12 ans et jusqu'à 30 ans, le passage de l'enfance à l'âge adulte se traduit par une phase particulièrement intense de maturation du cerveau, au cours de laquelle les neurones et différentes régions cérébrales se réorganisent. L'adolescence constitue donc une période critique pour le bon fonctionnement cérébral futur. Perturber les processus cérébraux qui la caractérisent peut avoir des conséquences délétères ultérieures. Éthiopathogénie, une pathologie d'origine génétique et environnementale, a la part de la génétique. La schizophrénie est une maladie dont l'origine est plurifactorielle. Son développement résulterait d'une interaction entre gènes et environnement, suggérant qu'il existe une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux. Les variations génétiques identifiées toucheraient préférentiellement des gènes jouant un rôle dans la plasticité neuronale, la composante génétique de la maladie est aujourd'hui classiquement admise et le mode de transmission correspond à une hérédité complexe. Une composante environnementale avec un rôle établi du stress et du cannabis. Oui, ça c'est à prendre en considération. Différents facteurs environnementaux pourraient favoriser le développement de la maladie, notamment au cours de la période critique que constitue l'adolescence et le début de la vie adulte. Le premier correspond au stress qui est décrit comme pouvant altérer différents mécanismes biologiques, neurogenèse, activité des facteurs de croissance et survie des neurones. Au niveau de plusieurs structures cérébrales, hippocampe, cortex préfrontal, amygdale, etc. Le second correspond à la consommation des substances psychogènes et particulièrement le cannabis qui doublerait le risque de schizophrénie en perturbant la maturation cérébrale, particulièrement dans les régions où la plasticité est importante à l'adolescence. Analyse des changements structurels dans le cerveau et impact sur le comportement. Le cerveau d'une personne atteinte de schizophrénie sous la loupe. Les recherches en imagerie cérébrale ont identifié plusieurs régions cérébrales où des modifications structurelles sont fréquemment observées chez les patients atteints de schizophrénie. Alors, petit A, le cortex préfrontal. Les études montrent une perte marquée de matière grise avec une réduction du volume, comme j'ai dit tout à l'heure, atrophie, du cortex préfrontal qui est impliqué dans les fonctions exécutives, la prise de décision et le contrôle des impulsions. Ça, c'est à souligner. Le contrôle des impulsions, ça rappelle les émotions au niveau de l'amygdale. Cette atrophie est souvent corrélée à des déficits cognitifs et des symptômes négatifs de la schizophrénie. Hippocampe. Des études d'imagerie révèlent une diminution du volume hippocampique et une perte d'arborisation dendritique. C'est une région essentielle pour la mémoire et l'apprentissage. Cette altération peut contribuer à des troubles de la mémoire, souvent observés chez les patients schizophrènes, avec une distorsion de la réalité. Souligner distorsion de la réalité, c'est important. Amygdale. Les analyses montrent également des changements dans le
volume et l'activité de l'amygdale, qui joue un rôle crucial dans la régulation des émotions et des réponses émotionnelles. Les anomalies dans cette région peuvent être liées à des symptômes d'anxiété et d'hyperréactivité émotionnelle courant chez les personnes atteintes de schizophrénie. Ainsi, l'atrophie neurale dans la schizophrénie, toute différente structure cérébrale, avec une atrophie d'environ 3 à 5% du cortex frontal, du cortex temporal, de l'hippocampe et du thalamus. Ces altérations ne proviennent pas de perte neuronale, mais d'atrophie des neurones avec une réduction de la longueur des dendrites, du nombre d'épines dendritiques portant les synapses et de là du nombre de synapses, générant plusieurs hypothèses autour de l'implication des neurotransmetteurs, notamment le glutamate, le GABA et la dopamine dans la schizophrénie. Cette atrophie est progressive, mais présente dès le premier épisode et elle est corrélée à la présence des symptômes négatifs et aux troubles cognitifs de la schizophrénie. L'impact sur le comportement. Alors ça, c'est la partie apparente de l'iceberg. Le cortex préfrontal, les déficits dans cette région sont souvent associés à des problèmes de jugement, de raisonnement et de planification, contribuant à la désorganisation de la pensée. L'hippocampe, au niveau de l'hippocampe, il y a les altérations dans cette région peuvent affecter la mémoire et l'apprentissage, ce qui peut à son tour entraîner des difficultés dans la prise de décision et la gestion des interactions sociales. Ça, c'est important. Et bien sûr, l'amygdale et donc les anomalies peuvent influencer la régulation des émotions, ce qui peut aggraver les symptômes d'anxiété et de dépression, affectant la façon dont la personne interagit avec les autres. La prise en charge. La prise en charge est globale, multidisciplinaire, articulée autour des volets médicaux, sociaux, psychologiques, adaptée à la multiplicité et à la diversité des symptômes, au profil de chaque patient, aux besoins d'accompagnement spécifique à telle ou telle phase de la maladie, à la tranche d'âge, au terrain cognitif, médical et développemental, à la présence d'un abus de substances et à l'environnement. Conclusion. Les facteurs neurobiologiques jouent un rôle crucial dans la compréhension des troubles psychopathologiques tels que la dépression et la schizophrénie. En identifiant les mécanismes sous-jacents tels que les déséquilibres des neurotransmetteurs, les réponses au stress, la neuroinflammation et les altérations cérébrales, nous pouvons mieux appréhender la complexité de ces troubles et ouvrir la voie à des approches de traitement plus ciblées et plus efficaces. Les perspectives futures dans la recherche et les traitements des troubles psychopathologiques vont vers une collaboration accrue entre neurosciences, psychologie et psychiatrie pour mieux comprendre les interactions complexes entre les facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. Voilà. Merci de votre attention. Bravo Bouchra, tabarakallah عليك. ما شاء الله عليك, bravo, c'est très intéressant. Barakallahu fik. Tabarakallah alayk. Merci tabarakallah beaucoup, عليك. merci. Merci. C'est un monde médical. Exactement. Merci beaucoup. مزيان باش يبقاو عندنا هاد Là, et pourquoi c'est important pour nous? Alors, je vais vous dire pourquoi c'est important pour nous. Parce que nous, on est amené à travailler avec des psychiatres, des médecins. Et les médecins, ils vont utiliser ces termes. D'accord? Ils vont vous envoyer les patients et ils vont utiliser ces termes. Et il faut qu'on sache il y a le côté, la dimension physiologique et biologique et que ça influe, ça a un impact sur le comportement et sur le psychique. فهمتي؟
Ben, quand, par exemple, le médecin il va vous parler de neuro-inflammation, il faut que vous sachiez de quoi il parle. Yeah. Ah. Bah, tu as complètement raison, tu as raison. Et je voulais juste te poser une question, par exemple, parce que كتعرفي دابا حنا كنسمعوا schizophrène, psychopathe, donc c'est le niveau top ديال les maladies psychologiques, mais تيقولوا la plupart, ils ont pas زعما ils se soignent pas bien ou كيكونوا des personnes dangereuses. Alors, Je voulais juste savoir, est-ce que le schizophrène كيكون عنده واحد le comportement spécifique ديالو بحال غنعرفوا هذا c'est un schizophrène. justement, ça a été dit dans le truc, l'exposé, ça a été dit que en fait, le diagnostic était très difficile à faire parce que les symptômes, ils se ressemblent D'accord. entre les bipolaires, les troubles. Attends, je vais te dire ça. Oui, Mais, oui, أنا mais كنت attends, فاهمة معاك le truc. Donc, attends, je vais te, ré- te répondre. Mais par exemple, en psychopathologie, on fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. d'accord, C'est-à-dire qu'on va regarder les symptômes que présente telle personne et on va les comparer et dire quel est le symptôme, quel est le symptôme qui diffère d'une maladie à une autre. بحال دابا d'accord, on va mais nous, on n'a pas à se poser ce genre de questions parce que nous, on ne fait pas de diagnostic. Ça, c'est le psychiatre qui fait le diagnostic. Par contre, nous, on peut, bien sûr, en discutant, en faisant de la psychothérapie, on peut découvrir que le psychiatre est allé sur une fausse piste. Parce que peut-être qu'il n'a pas eu le temps, peut-être que l'autre, le patient était très, très perturbé et il ne s'est pas compris avec lui. المهم كاينين. Donc, حنا, on fait attention, mais c'est pour ça qu'il y a le DCM5. D'ailleurs, d'accord, je vous invite à lire. Le DCM5, il y a le diagnostic différentiel. d'accord, Mais une personne ne peut pas à elle seule diagnostiquer. C'est une équipe. C'est une équipe كلها qui entre en jeu. Alors, ماشي une personne va dire ouais ça tu as ça ou là tu as non non non. C'est toute une équipe thérapeutique. Ils se donnent rendez-vous, ils font une étude spéciale. Elle a la personne ou qui chauffe l'imagerie, qui chauffe la biologie, parce qu'il y a même des biomarqueurs, d'accord? Les biomarqueurs, c'est eux qui disent sur la génétique, est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques, est-ce que. d'accord. Donc, Merci beaucoup. donc c'est pas à nous de. ولكن la dangerosité de la personne. هو ما يكذبش عليك personne ne peut prévoir le comportement de quelqu'un qui ما بغى يكون. Il n'y a pas de personne dangereuse et de personne ماشي dangereuse. Mais il y a ce qu'on appelle dans tous les troubles comment on Niveau, appelle? Oui, voilà. d'accord. Voilà. Ah, ok, Donc, ça peut être sévère, ça peut être léger, ça peut être. Oui. Mais ce qui accentue les comportements, les troubles, هما substance, les addictions. Voilà. d'accord. Voilà, Oui. voilà. Voilà. Parce Ça, que si tu as déjà entendu ça, que les gens qui fument, par exemple, le cannabis et tout, à un certain moment, حتى هو حماق. là, c'est ça. Il fait de la schizophrénie parce que, en fait, c'est même pas des. Il fait. حنا كنقولوا la schizophrénie. Il a des hallucinations. Ça Ça, s'appelle, ah, ça s'appelle des troubles dissociatifs. Il n'arrive plus هذاك la limite entre le réel et l'irréel, il est biaisé. فهمتي؟ ما كيبقاش. هذيك la limite ما كتبقاش. Entre le dedans et le dehors, ما كتبقاش.
D'accord. فهمتي؟ Merci Bouchra. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Bouchra, merci beaucoup pour la présentation, l'intervention. Donc, si on a bien compris, il y a deux parties. Il y a la partie physique et la partie psychique. Physique, c'est ce que vous avez essayé d'expliquer. Et psychique, c'est tout ce qui est processus mentaux, c'est-à-dire cognitif. C'est-à-dire on peut utiliser la TCC comme technique pour accompagner ces personnes. Alors, j'ai appris, c'est magique ce qui est à l'intérieur du cerveau. Alors, j'ai deux questions. Je ne sais pas, est-ce que ça entre dans le cadre de la présentation là en dehors, mais j'aimerais bien savoir. Alors, la première question, c'est comment on peut gérer ou la créer l'équilibre des neurotransmetteurs naturellement, à part la pharmacothérapie que vous avez expliqué. Est-ce il y a des techniques d'une manière naturelle, peut-être psychologique, sans faire appel les médicaments pour équilibrer les neurotransmetteurs, puisque ils sont responsables de la dépression. C'est-à-dire la solution, là, est-ce qu'il y a des solutions possibles, mis à part les médicaments? C'est la première question. La deuxième question, bah, j'espère que qu'on peut discuter ça aussi. Comment on peut changer, ou est-ce qu'il y a possibilité à travers les neurosciences de changer la partie génétique, la schizophrénie par exemple? C'est-à-dire, par exemple, récupérer la matière grise, que généralement, quand on détruite. Est-ce qu'il y a des solutions sur le plan psychologique? Merci Bouchard. Et merci pour les autres, bien sûr. Ah, sur le plan psychologique, ça, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Je sais que, en fait, la psychologie, bon, il y a ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Elle s'intéresse à ça. Elle s'intéresse aux cognitions, c'est-à-dire aux processus mentaux. Comment on réfléchit, comment. Donc, ils peuvent travailler. D'ailleurs, ils travaillent avec les patients, ils travaillent avec eux la mémoire, ils travaillent avec eux la perception, etc. Ils font, mais au niveau hospitalier, hein. Mais c'est pas un petit le cabinet. Sur le plan, il y a de l'homéopathie. Il y a de l'homéopathie. Et bien sûr, et pourquoi on dit le sport? Il faut faire du sport. Ben, le sport, il régule, justement. Le sport, il régule tout ça. Il régule les hormones, les neurotransmetteurs. Bien sûr, maintenant, il se penche vers la nutrition aussi. La nutrition en rapport avec le psychisme. Donc, il y a ça aussi. Mais c'est un tout, c'est un tout. C'est la qualité de vie, c'est la prise en charge, c'est l'environnement. Moi, je dirais que la maladie, elle est là. Quand elle est là, il faut une prise de conscience, ça c'est sûr, et il faut que ça soit global. C'est pas, par exemple, c'est pas le psychopraticien tout seul qui va faire, qui va donner des résultats. C'est pas le psychiatre tout seul, c'est pas le nutritionniste, c'est pas non, c'est un tout, c'est une équipe. Et bien sûr, le rôle de la famille et de l'environnement est très important. Et je dirais même, il est décisif. Parce que il faut un soutien familial, il faut un soutien des personnes qui connaissent la personne ou, ou généralement, bon, on ne peut pas parler en psychologie, on ne parlera jamais, et ça au grand jamais, de guérison. D'ailleurs, notre prof de psychopathologie, elle nous l'a bien dit et souligné. Elle nous a dit, n'attendez-vous pas à guérir, il n'y a pas de guérison. Et on ne soigne pas. On ne soigne pas. Nous, on accompagne. C'est tout. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner. Et trouver, en fait, le but, c'est on essaie que la personne trouve un équilibre. La personne doit trouver un équilibre, et un équilibre physiologique et psychologique. Voilà. Donc c'est c'est pas le soin. C'est pas comme par exemple, tu vas aller chez un médecin parce que tu as mal, je sais pas, quelque part, il va te donner des médicaments et tu vas te soigner. Non, ça se passe pas comme ça sur le plan psychologique.
le plan psychologique, il y a le psychiatre. Quand est-ce qu'il intervient? C'est quand c'est des... Parce qu'il faut faire la différence entre les troubles mentaux et les troubles psychiques. C'est pas pareil. Là, on parle de troubles mentaux. Là, en schizophrénie, c'est un trouble mental. D'accord? Donc là, c'est des médicaments et il faut une prise en charge. Mais il n'y a pas de soins véritablement. Ils sont en train de chercher, ils sont en train de faire une forme de psychologie intégrative ou la neuropsychologie, ou maintenant ils sont en train même de faire de la neuropathologie, la neuropsychopathologie. Voilà. Et ils sont en train de faire des recherches et waouh, voilà. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu à peu près. Merci Bouchra, oui, c'est intéressant. Donc, ils ont déjà fait des études par rapport à ça et les études, ils sont en cours pour découvrir des éléments psychologiques. Donc, si j'ai bien compris, il y a l'homéopathie, le sport, nutrition, l'accompagnement familial, psychologie, pour accompagner et non pas pour guérir. Donc, marquer des études, ils sont en train de faire des études. Mais c'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Boucha. Ça peut ouvrir la porte à d'autres discussions. Oui, Boucha. Par contre, je voulais dire un truc, et ça c'est pas uniquement pour les schizophrènes, ou là, même pour nous tous, hein, ça c'est pour nous tous, toutes. C'est éviter au grand maximum quelque chose qui s'appelle le stress. Si j'ai quelque chose, éviter le stress. Vous savez, il est à la base de tout. Donc, surtout le stress chronique. Je ne parle pas du stress quand tu stresses. Par exemple, moi, j'ai des examens, je vais stresser, donc je vais apprendre mieux. Non, ça, c'est court. Je parle, moi, du stress chronique. D'accord? D'ailleurs, on aura souvent des personnes qui sont stressées, anxieuses. La colère aussi, la colère. Oui, mais le stress, il fait des ravages sur le plan physique aussi. Sur le plan physique, nerveux, tout ça. Donc la cognition ديالنا كلها كتمشي. L'apprentissage, la mémoire, كلشي كيمشي. Même les organes, ils touchent le foie, ils touchent même les organes. Tout à fait. Le stress, il est responsable de l'anxiété, de la dépression. D'ailleurs, c'est la source. Le stress n'est pas une maladie, mais il peut accélérer, il peut donner naissance, l'anxiété, la dépression, comme vous avez expliqué, Oui. Bouchra. Effectivement, oui, tout à fait. Donc, Voilà. oui. J'espère que je vous ai transmis un petit peu. J'aime bien vous faire partager ce qu'on fait, parce que c'est intéressant. Très, très intéressant. Je remercie beaucoup. J'ai trouvé l'intervention très intéressante. On a appris des choses qui m'a Fatiha sur le plan médical, le langage utilisé, les parties, le cerveau. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Bouchra. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je partage avec vous.